Merci beaucoup, Laurent, de m'avoir invité à cette journée d'études et merci aux Archives nationales. Je ne connaissais pas ce lieu parce que le travail que je vais essayer de résumer maintenant, je l'ai pratiqué aux Archives nationales là-bas dans le Marais et j'ai commencé mes travaux. Tout était sur dérogation. Avec le directeur des sections contemporaines qui était M. César. Voilà, et j'avais droit de lire les dossiers, les cartons, mais là-haut, au dernier étage, dans un bureau, et j'étais seul. Voilà, c'était une autre expérience que certainement les étudiants ont beaucoup moins maintenant. Alors, lorsque j'ai commencé à étudier le cinéma français sous l'occupation, je constatais d'une part qu'en septembre 1940, à l'heure où les autorités allemandes et françaises entendaient le coloniser, la question de sa survie était posée. Et d'autre part, dès la Libération, je découvrais l'existence de deux discours contradictoires qui se répandaient concomitamment. D'un côté, celui de Jean Painlevé, le nouveau directeur du cinéma, il se faisait l'écho des professionnels eux-mêmes et ne tarissait pas d'éloges à l'égard d'un cinéma qui, sous l'occupation, s'était bien comporté, avait été riche en créativité et s'était doté d'une réglementation permettant de lutter contre les pratiques barbares des années 30. Ce discours à l'unisson est à l'origine d'un mythe. Le cinéma français a connu pendant ces 4 années un véritable âge d'or, qui perdure toujours dans le fond commun de la mémoire d'une profession. Il se dégageait une certaine satisfaction de n'avoir pas failli à l'honneur, mais aussi la certitude d'avoir vécu une des plus brillantes périodes qu'ait connue le cinéma français. 4 années durant lesquelles la production de films a bénéficié à la fois d'une réglementation qui favorisait les conditions de travail et d'une absence quasi totale de concurrence anglo-saxonne. De plus, des cinéastes et des techniciens qui étaient restés assistants pendant de longues années se sont vus propulsés du jour au lendemain au premier plan de la production, et cela grâce, je le mets entre guillemets, au départ d'un grand nombre d'immigrés et de juifs qui travaillaient dans le cinéma français depuis 1933. Enfin, des Français ont travaillé pour des Français, affirmait Claude Tanlara en 1985, mais il n'était pas le seul. Pour Jean Painlevé, 1940 était donc perçu comme une rupture. L'autre discours concomitant, c'était celui des résistants, des cégétistes et de leurs sympathisants qui s'exprimaient notamment à travers les procès-verbaux des commissions d'épuration du Comité de libération du cinéma français. Pour eux, l'épuration de 1945 était envisagée comme une réponse aux persécutions de 1940. Elle devait extirper l'idéologie de droite, condamner les responsables officiels de la collaboration et participer de ce processus de révolution sociale qui devait aboutir enfin à la véritable organisation de la profession, éloignée à la fois du libéralisme des années 30 et des structures vichysoises. Pour eux, donc, 1945, année de tous les espoirs, devenait l'année de tous les changements. Deux conceptions qui soulèvent la problématique rupture-continuité, à laquelle on peut répondre différemment en fonction des questions que l'historien pose aux archives. Pour l'heure, il s'agit ici bien de parler d'institutions. Il est donc nécessaire d'élargir les questionnements au long mouvement de l'histoire institutionnelle et politique du cinéma français pour cerner les réalités historiques auxquelles renvoyait l'état de crise constaté en septembre 1940 et la présence de ces deux discours diffusés au même moment à la Libération. Les foyers de conflit inhérents à la Libération prennent racine sous l'occupation, organisent les futurs rapports de force entre pouvoir public et gens de cinéma qui traversent les années 50 et installent les bases de l'exception culturelle du cinéma français.
De la même façon, il faut remonter à la situation anarchique dans laquelle se trouve le cinéma tout au long des années 30 pour expliquer les choix réformateurs du gouvernement de Vichy. Qu'en est-il donc de cette crise du cinéma? Donc je ne vais pas revenir longuement là-dessus, puisque je pense qu'on en a parlé ce matin, et puis Antoine vient d'en parler très longuement. En fait, elle se révèle en 1932, avec la crise économique qui s'abat sur la France et qui n'épargne pas le cinéma. Mais celle qui concerne le milieu cinématographique n'est pas simplement économique et ne touche pas uniquement les producteurs. Pour en prendre la mesure, reportons-nous à une série de 9 articles parus dans Paris Soir tout au long du mois d'août 1933. Ce cri d'alarme lancé par Henri Clerc, député radical-socialiste, un an après le début de la crise. Il énumère les 3 mots principaux dont souffre le cinéma. Exiguïté du marché de langue française, frais techniques très lourds et taux usuraires des crédits consentis aux producteurs. Il dénonce l'irresponsabilité du gouvernement et réclame l'intervention des pouvoirs publics pour sauver un cinéma menacé par l'immoralisme, par sa mauvaise gestion, et on pourrait ajouter par son manque de centralisation administrative. Sous la Troisième République, en effet, le cinéma dépend de 4 ministères. À l'intérieur du ministère de l'Éducation nationale, la Direction générale des Beaux-Arts s'occupe des questions administratives et de la commission de contrôle des films. Le ministère des Affaires étrangères achète les films destinés aux établissements français à l'étranger. Il diffuse les films français à l'étranger. L'Office national du commerce extérieur, qui relève du ministère du Commerce, contrôle l'exportation, et la présidence du Conseil coordonne les travaux des divers ministères. Henri Clerc propose alors d'appliquer au cinéma une économie dirigée par le biais d'un organisme financier, le Crédit cinématographique, chargé d'assainir la profession et de financer à des taux raisonnables les producteurs. Il s'agit bien d'une crise structurelle dénoncée par les 7 projets et rapports publiés entre 1932 et 1938, dont les 2 dont a parlé Antoine tout à l'heure, celui de Maurice Petsch en 1935 et de Guy de Carmois en 1936. Dans son discours-programme du 3 février 1937, Jean Zay, alors ministre de l'Éducation nationale, prenait acte de cette paralysie dans laquelle se trouvait le cinéma français. Le 31 octobre, il confiait à l'intransigeant « Il faut épurer le cinéma français ». Mais il faut attendre le 17 mars 1939 pour qu'Albert Lebrun, président de la République, signe le décret de présentation devant la Chambre des députés d'un projet de loi sur la cinématographie. Il est assurément trop tard, il ne restera qu'à l'état de projet. Seul le chapitre relatif au contrôle des recettes a été disjoint de la loi et voté en décret le 29 juillet 1939. Lorsque la France entre en guerre, l'état de crise est donc bien réel. La mobilisation va l'accentuer. 10 mois plus tard, en juin 1940, la tutelle de Vichy et les exigences de l'occupant placent le cinéma dans un étau. Les pouvoirs publics français souhaitent contrôler la profession tout entière et utiliser le cinéma à des fins de propagande. Ils se retrancheront derrière la nécessité de lutter contre l'anarchie qui régnait dans le monde du cinéma depuis une décennie pour justifier de leur politique autoritaire qui se déploie sur 2 fronts. Le statut du cinéma, création du comité d'organisation de l'industrie cinématographique, COIC, par le décret du 2 décembre 1940, et l'assainissement de la profession, mise en place de la carte d'identité professionnelle, création du comité d'attribution des avances au cinéma par la loi du 19 mai 1941 et d'une école des cadres. Du côté allemand, il s'agit d'inscrire le cinéma dans une logique de l'économie de guerre, servir le maintien de la paix civile et faire de l'Allemagne le promoteur d'un grand cinéma européen. Dès juillet 1940, l'occupant promulgue des ordonnances et crée des groupements corporatifs pour toutes les branches qui doivent servir de courroie de transmission entre le référat de film, chargé de la censure et de la réglementation du cinéma, et la profession. Quant aux cinéastes, ils espèrent